Alors, je me présente. Mon nom est Pierre-Olivier Méthode, donc je suis professeur à la faculté de philosophie où j'enseigne la philosophie et l'histoire des sciences et où je suis aussi le doyen depuis le mois de juillet dernier. Et je suis vraiment ravi et très heureux de vous accueillir à cette demi-journée qui est consacrée aux enjeux soulevés par l'intelligence artificielle en contexte de formation et en contexte de recherche. Et je profite du moment pour souligner que c'est aussi une activité qui s'inscrit dans le cadre des activités entourant le 90e anniversaire de la faculté de philosophie. Vous le savez, et c'est pour ça que vous êtes ici sans doute, l'IA occupe une place grandissante dans nos vies, qu'elles soient sur nos vies individuelles ou collectives. Les médias, sociaux ou non, vont rapporter quotidiennement des développements souvent fulgurants de ces plus récentes avancées technoscientifiques, des avancées qui vont être appelées à avoir ou qui ont déjà, dans un futur de plus en plus rapproché, des impacts encore insoupçonnés sur nos vies personnelles comme sur la société de manière plus large. En effet, qu'on pense au marché du travail, à la politique, à la recherche scientifique, à la gestion, à la santé, aux arts ou encore à l'éducation, tous les domaines de la société tels que nous la connaissons sont potentiellement impactés par l'IA et plus spécifiquement par les IA dites génératives. Considérant donc d'un côté les risques et aussi les promesses de ces nouvelles technologies qui envahissent notre quotidien, qu'on le veuille ou non, et de l'autre, le rythme assez effréné avec lequel elles se développent et suivant un fonctionnement un peu obscur qui échappe en tout cas au commun des mortels, comment dans ces conditions tenir un discours qui soit informé sur l'intelligence artificielle, comment éviter de tomber, pour reprendre les mots de mon sage collègue Luc Bégin, dans un discours ou bien technophile ou bien technophobe. C'est donc pour essayer d'y voir un peu plus clair et pour identifier quels sont les enjeux auxquels on doit s'intéresser, pour essayer d'y voir plus clair collectivement, qu'on a souhaité s'entourer de personnes expertes venant du milieu collégial et universitaire afin de nous éclairer sur ces différents enjeux. Et donc, je ne vais pas être trop long parce qu'on a déjà dépassé un petit peu le temps prévu à la première allocution, mais j'ai d'abord le plaisir d'introduire Mme Lise Langlois, qui est professeure au département des relations industrielles et qui va nous parler brièvement des travaux de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, mieux connu sous le nom de Obvia, et dont elle est aussi la directrice. Et je vous présente aussi notre animateur de l'après-midi, M. Jean-François Sénéchal, qui est chargé d'enseignement à la faculté de philosophie. Et Jean-François, comme vous le savez, enseigne depuis plusieurs années des cours d'éthique à la faculté des sciences et de génie, et il contribue par ses interventions à la réflexion sur la recherche responsable à l'Université Laval. Et je souhaite aussi vous rappeler qu'à la suite des conférences de nos deux invités de la première partie de la journée, Mme Andréane Sabourin-Laflamme et M. Sylvain Auclair, que vous serez invités avec d'autres à participer à un atelier de réflexion, mais aussi de découverte sur l'IA qui va être animé par Marie-Ève Vachon-Savary et Alexandre Laflamme. Et donc, cette activité est organisée en partenariat avec le Service de soutien à l'enseignement et le CESTIP. Et pour terminer cette journée, bien, on aura l'occasion et le plaisir d'écouter une conférence de Luc Bégin, président de la Commission sur l'éthique de la science et de la technologie. Et je précise que vous aurez l'occasion d'échanger avec les intervenants et intervenantes à la suite de leur présentation, mais aussi durant le cocktail qui va suivre la conférence d'honneur de Luc Bégin. Et je tiens à remercier dès à présent toutes ces personnes que je viens de nommer, ainsi que les membres de l'équipe de la Faculté de philosophie qui ont rendu possible l'organisation de cette journée. Je vous remercie beaucoup et je cède maintenant la parole à Lise Langlois. Donc, je tiens à remercier la Faculté de philo pour m'inviter et venir vous parler de l'Observatoire. C'est la première faculté sur le campus qui m'invite à parler de l'Observatoire. Donc, merci beaucoup. Je me sens honorée de parler de cette structure-là que je trouve assez importante là, dans le paysage de l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi le mot « Obvia » ? Eh bien, juste à titre informatif, nous avions lancé un concours auprès de nos membres professeurs, puis il y avait un mot qui avait retenu notre attention, c'était le verbe « obvier ». Et si vous regardez la signification du mot « obvier », ça veut dire « parer à toute éventualité ».
Alors, on disait, tiens, ça nous ressemble. On était en 2019 et on avait le mandat de regarder plus à fond les impacts sociétaux de l'IA sur la société. Donc, on a, plutôt que de dire Observatoire international sur les impacts, blablabla, c'est trop long. Alors, on a raccourci pour le mot Obvia. Alors, c'est pour la petite histoire et c'est un philosophe qui nous avait conseillé le mot. Alors, je voulais vous faire un petit clin d'œil aujourd'hui. Bon, je vois que ça ne marche pas, mais... Merci. Est-ce que ça va fonctionner ou il faut que je vous fasse signe? Il faut que je vous fasse signe. Bon, j'ai déjà fait la première. Vous pouvez avancer. Donc, voilà, on m'a demandé de vous parler de l'Observatoire, de cette structure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, peut-être précédemment, je vais faire un pas en arrière, en 2017, il y a eu un comité qu'on appelle une grappe industrielle à Montréal, sous l'égide du recteur de l'Université de Montréal à l'époque, qui ont réfléchi sur ce qui se passait au niveau de l'intelligence artificielle. Puis, une de ces recommandations-là, c'était de créer un observatoire. Puis, le scientifique en chef a pris la recommandation, a fait les représentations qu'il fallait et est allé chercher un budget pour créer cet observatoire-là. Donc, il a lancé un concours scientifique. On était plusieurs universités. Le pari, c'était, au départ, il y avait, dans le concours scientifique, on disait d'avoir un nombre de 4 universités partenaires et 4 cégeps. C'était les critères qu'il fallait rencontrer. Mais le désir du scientifique en chef, c'était d'avoir toutes les universités. Donc, c'était un pari audacieux qui n'a pas été réalisé. Vous vous en doutez. Mais n'empêche, quand on a présenté la demande de notre observatoire, on avait déjà, à l'époque, 8 universités. On est rendu maintenant à 10 universités, 10 cégeps. Et on a deux demandes là, qui doivent être approuvées prochainement. Mais c'était le but. C'était vraiment de convier les acteurs à s'intéresser aux impacts sociétaux. Puis en 2018, c'était quand même un pari audacieux parce qu'il n'y en avait pas d'observatoire dans le monde. Alors, au Québec, on est le premier observatoire dans le monde à s'intéresser aux impacts sociétaux. C'est quand même unique, puis je veux le souligner parce que ça découle du leadership du scientifique en chef. Hein? C'est une volonté politique. Alors, pour moi, j'ai accueilli, quand on a eu l'observatoire, j'étais un peu découragée, par contre, parce que je me disais, OK, il faut mettre ça en route. Mais n'empêche, j'ai accueilli ça avec beaucoup d'humilité parce que, évidemment, il y avait beaucoup de tensions à l'époque, beaucoup de pression pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Puis c'était un investissement majeur dans le domaine des sciences humaines et sociales, 7,5 millions dans ce secteur-là. C'est consacré aux impacts sociétaux, là, c'était majeur. Donc, on a fait notre premier 5 ans. On est allé en évaluation, puis on a été renouvelé par la suite, et ils ont doublé notre budget. On est rendu avec un budget de 15 millions pour s'intéresser aux impacts sociétaux. Alors, donc, c'est quand même assez unique. Puis, comme c'est moi qui portais la demande, bien, l'Observatoire est rattaché à l'Université Laval. Et plus précisément à la Faculté des sciences sociales. Et on a un local au 2489, vous pouvez passer. On accueille plusieurs professeurs invités, des étudiants. Il y a un espace aussi de travail quand même assez important. Donc, jusqu'à présent, on a 260 chercheurs qui proviennent des 3 secteurs, sciences humaines et sociales, santé et sciences et génie. Puis, on a aussi des collaborations, je ne vais pas toutes vous les nommer, mais on a des collaborations internationales, que ce soit, on a signé le premier mandat de l'Observatoire avec l'OCDE, qui était très intéressé. Puis par la suite, l'OCDE a créé un petit observatoire sur les politiques publiques, sur le travail, l'économie, etc. Puis on est en partenariat aussi avec l'UNESCO, parce que l'UNESCO a créé la première norme mondiale en éthique de l'IA. Alors ça aussi, c'est assez unique. Parfait. Donc, je ne suis pas habituée de ne pas avoir le contrôle. Donc, le but ici, comme c'est marqué, c'était de fédérer les acteurs autour des impacts sociétaux. C'est sûr, par la suite, il y avait des centres de recherche, je pense entre autres aux États-Unis, plus particulièrement à Stanford, qui s'intéressaient aussi aux impacts sociétaux, mais c'était toujours une vision peut-être plus technologique qui était à l'avant-plan. Puis, il y a eu d'autres centres de recherche qui se sont consacrés aux impacts
d'impact sociétaux, qui n'ont pas le même financement que l'Observatoire. Moi, je peux vous le dire, là, je les connais tous, ceux qui sont autour, puis on est les seuls à avoir un tel financement au Québec. Alors, c'est quand même assez intéressant. Le but de l'Observatoire, j'ai marqué ici, nous voulons produire des connaissances basées sur les données probantes. Donc, l'Observatoire finance des projets de recherche, donne des bourses aux étudiants, puis accueille des postdoctorants. Puis, évidemment, on met beaucoup l'accent sur les données probantes. On se concentre sur les plus grands défis que soulève l'IA en matière d'impact sociétaux. Donc, on lance des appels à projets innovants. Puis, on a aussi des angles plus stratégiques parce que depuis quelque temps, on voit poindre certaines préoccupations. On veut aussi, on a une préoccupation pour les connaissances et le transfert des connaissances. Donc, on a une enveloppe assez importante financièrement pour que toute recherche financée à l'Observatoire puisse bénéficier du dernier tour de roue, c'est-à-dire de livrer les connaissances à la population. Puis, on essaie de co-construire avec les diverses parties prenantes et ça, pour nous, c'est intéressant. C'est sûr qu'il y a un mot qui a été galvaudé au début, puis il est écrit ici. Là, on s'intéresse aux pratiques d'innovation responsable. Quand moi j'ai commencé l'Observatoire en 2019, il y avait des mots comme IA pour l'humanité, IA pour le bien-être de l'humanité. En tout cas, c'était terriblement pompeux. Et puis on se disait, ça y est, IA va nous sauver. Et il y a certains centres qui ont gardé ça, cette connotation-là. On le savait dès le départ qu'il y avait une visée très mercantiliste, puis aussi de se donner une vitrine de bonnes intentions. Alors, mais nous, on avait pris le concept d'innovation responsable parce que quand on avait réfléchi avec plusieurs chercheurs, particulièrement ceux en santé, il y en avait, notre directrice scientifique à l'époque avait fait énormément de travaux sur le concept d'innovation responsable. Elle s'appelle Pascale Lehoux. Et elle avait un modèle qui a rallié beaucoup les chercheurs et qui incluait les dimensions qui étaient prioritaires à l'Observatoire. Donc, on en a fait vraiment un modèle scientifique. C'était notre matrice scientifique. Puis, quand on faisait, que ce soit le lancement de nos programmes, les programmes de subvention, les bourses, quand on disait innovation responsable, il fallait que ça s'inscrive dans cette matrice-là. Puis, ça a été longtemps la matrice scientifique. Ça l'est toujours, sauf qu'il y a maintenant, il y a des questionnements pour d'autres dimensions parce que c'est un modèle à 4 dimensions. Fait que ça, pour moi, c'était important de vous le dire. On était vraiment ancrés dans une matrice scientifique, puis on analysait les choses de cette façon-là. Donc, notre mission, on l'a travaillé la première tranche de l'Observatoire, puis on l'a renouvelé, et je vais vous dire qu'est-ce qui a été nouveau. Donc, on dit l'objet identifie les enjeux sociétaux de l'IA et du numérique et contribue à des solutions qui placent les êtres vivants et la biosphère au centre de leur cycle de développement et d'utilisation. Alors, c'était le mot « être vivant ». Parce qu'on a eu beaucoup de discussions concernant les animaux, la biosphère en général, etc. Puis pour nous, c'était très, très, très important. Donc, on a dit, bien, en prenant le terme « être vivant », ça va être beaucoup plus englobant et on va en faire la pierre angulaire. Alors, c'est sûr que nous, toutes les considérations, par exemple, pour la biosphère, on va parler à l'Observatoire de sobriété numérique. Est-ce que l'IA est nécessaire? Est-ce que c'est vraiment un besoin dans tel domaine, etc.? Donc, tout le concept de la sobriété numérique est vraiment assez important. Puis, quand on fait des partenariats avec d'autres acteurs, évidemment, c'est un concept qu'on avance, si on veut. Et des fois, il y a des enjeux, je ne vous le cacherai pas, mais c'est quelque chose dont on est très fiers parce qu'on voit que c'est dans le discours, par exemple, du gouvernement québécois. Puis ça, on est ravis de voir cet impact-là. Notre travail se construit avec 3 acteurs présentement, l'industrie et les développeurs, les acteurs publics, puis la société civile. Tous les projets tournent autour de ça. Donc, on essaie de collaborer avec l'écosystème. Je ne vous cacherai pas que quand on arrive, l'Observatoire comme tel, avec sa mission propre, ça bouscule beaucoup parce qu'on essaie de placer la préoccupation sciences humaines et sociales en amont.
Et c'est un enjeu très important en ce moment. Je ne vous dis pas que c'est accepté d'emblée, mais c'est un enjeu. Par contre, quand on a des partenariats avec les acteurs publics, cet enjeu-là est atténué, puis c'est possible. Mais quand on travaille, c'est quelque chose qui est encore très difficile, mais ça passe souvent par l'éthique, en passant. Mais là, on pourrait avoir un débat en particulier là-dessus. Puis pour la société civile, on a beaucoup de travaux parce que la société civile a une voix qui n'est pas entendue. Puis, lors du dernier sommet à Paris sur l'IA, il y en a eu un en Angleterre, il y en a eu un en Corée du Sud, puis là, il y a eu celui en février dernier de Paris. Pour nous, on a participé à la coalition mondiale pour une société inclusive avec Stanford University, puis on essaie de faire entendre cette voix-là, puis ça constitue en soi un autre enjeu parce que le discours, présentement, est fortement monopolisé par l'industrie. Et les mots même utilisés sont fortement influencés par l'industrie. Puis c'est pour ça qu'on a fait un glossaire critique, si jamais vous avez le goût. On a commencé ça très modestement, mais on veut le grossir de plus en plus pour que ces mots-là viennent soient discutés dans la sphère publique. On organise des événements scientifiques et publics majeurs. On essaie toujours de faire Montréal-Québec, toujours en égalité. À la fin, on a toujours des comptes à rendre pour dire on en a fait tant à Montréal, on en a fait tant à Québec. Je ne vous cacherai pas que faire des événements à Québec, on a moins de gens, mais là, ça commence à être assez intéressant. Alors, mais pour nous, c'est important là, d'avoir ça parce que là, le central est à l'Université Laval, mais il y a aussi un autre bureau à Montréal qui est localisé au HEC. HEC nous passe les locaux. Comment fonctionne la gouvernance? C'est très simple. On a un comité directeur composé de vice-recteurs des grandes universités participantes, que ce soit Montréal, HEC, etc., sont là-dessus. Mais on a aussi des représentants, par exemple, de la société civile, de l'industrie, etc. On a un comité exécutif qui porte des portefeuilles stratégiques. Alors, on discute beaucoup au sein de ce comité-là des grands enjeux mondiaux, des enjeux géopolitiques, puis on essaie d'orienter stratégiquement, puis quand je dis stratégiquement sur le plan scientifique, comment on peut promouvoir des travaux. Puis, évidemment, on a un comité scientifique qui est très important, là, qui est gouverné par différentes thématiques que je vais vous présenter. Donc, ici, ça, c'est les portefeuilles stratégiques. Pour nous, bien, la direction recherche, qui est avec Phil Jackson, se concentre sur la programmation scientifique et le doctorat. Tania Saba pour l'équité, diversité, inclusion, qui est un gros enjeu avec nos partenaires américains présentement. Nathalie de Marcelli s'occupe tous des outils de mesure, veille et enquête. Karine Gentelet, c'est la société civile. Steve Jacob, c'est les acteurs publics. Pierrick Plusquelec, c'est avec l'industrie et les développeurs, et les collaborations internationales avec Marc-Antoine Dillac. L'autre diapo, merci, ce sont les axes du comité scientifique. Puis j'ai encerclé en rouge là où on retrouve le plus de philosophes dans les adhésions. Alors, c'est pour votre gouverne. Alors, on a un axe puis chaque professeur qui a pris la direction de l'axe, c'est eux qui ont appelé leur axe de cette façon-là. Ce n'est pas moi qui est arrivé avec ma feuille de route. J'avais des thèmes, mais à un moment donné, on en a discuté, puis le mot vient vraiment de consultation. Donc, on a l'axe éthique, gouvernance, démocratie, industrie 4.0, travail et emploi, santé durable, éducation et capacitation, droit, cybersécurité, cyberjustice, arts, médias, diversité culturelle et la sobriété numérique et transition socio-écologique. On a aussi une chaire sur la justice sociale et l'IA, qui est avec l'École normale supérieure de Paris, une fondation, l'Université Laval et nous. Et cette chaire-là, en ce moment, est en train de travailler un outil pour forcer, littéralement le mot c'est forcer, les entreprises à révéler l'impact de leur consommation. Oui, j'ai fini. Pôle cybersécurité, pôle en éducation, on va avancer. On a des projets. Un projet qui s'appelle Simuvaction, vous irez voir sur le site, c'est vraiment intéressant. On travaille avec plusieurs collaborateurs avec les acteurs publics. Merci. On a des partenariats avec différentes universités et centres de recherche, donc c'est très intéressant pour les étudiants, les professeurs invités quand on a des MOU, donc s'ils veulent faire des séjours un peu partout, on a différents liens là-dessus. Merci. Puis,
je vais terminer là-dessus. Il y a 2-3 petites choses que je vais vous montrer après. Il y avait des questionnements philosophiques. Je me suis dit, je viens à la faculté de philo, alors il y a quand même des questionnements philosophiques qui se posent. Alors, en ce moment, ce dont on discute beaucoup, c'est est-ce que l'IA améliore ou remplace? Comment l'IA refaçonne le marché du travail? Il y a beaucoup de questions autour de ça là, en ce moment, puis les modèles d'affaires, je ne vous le cacherai pas. L'éducation et l'apprentissage, une autre question qui est sortie la semaine dernière d'un philosophe, sommes-nous la dernière génération qui aura appris? C'est une grande question en ce moment avec l'IA générative qu'on a. Qu'en est-il de la perte de nos capacités, de notre aptitude à apprendre, parce que c'est complètement remis en question? Et quelle est l'utilité d'apprendre aujourd'hui si l'IA peut tout faire? Hein? C'est ce qu'on dit. Alors, voilà. Et l'IA peut-elle être un outil pour rendre la société plus juste? Ça aussi, c'est une autre question qui a été posée et on se disait, on faisait un parallèle avec Internet, hein, qui avait cette visée-là, puis on a vu ce que c'était. Alors, on est dans ces questionnements-là. Puis, l'IA peut-elle générer de nouvelles inégalités? On a tenu un événement assez important là-dessus cet automne et il y avait vraiment des grandes questions là, sur les inégalités là, qui émergeaient des systèmes d'IA. On peut avancer. Le 18 juin, juste pour vous tenir informés, on organise une grande journée de réflexion avec Luc et Monique Brodeur du Conseil supérieur de l'éducation. On veut faire de cette journée-là, il y a une enquête qui a été lancée cet automne par un professeur ici en éducation et il y a des universités qui ont emprunté l'outil puis qui le passent dans leur milieu. Puis, c'est une enquête qui vise à vérifier la perception de l'IA générative chez les étudiants, chez les enseignants et chez le personnel administratif. Donc, le 18 juin, on va présenter ces résultats-là, puis on va être en atelier de travail avec les universités. On a plusieurs universités qui vont venir. Puis les cégeps aussi, là, il y a une belle mobilisation des cégeps. Vous pouvez avancer, je vais terminer là-dessus. Il y a le rapport annuel que vous pouvez trouver sur le site. On fait toujours un état de la situation sur les impacts sociétaux de l'IA. On a celui de l'année dernière. On est en train de finaliser celui de cette année. C'est toujours un constat scientifique sur les axes de recherche que l'on promouvoit. L'autre diapo, vous avez ici quelques publications. Je veux juste attirer votre attention sur la première, sur le métaverse. Ça avait été fait par un philosophe qui venait du Brésil, qui est arrivé et qui a voulu faire son postdoctorat à l'Observatoire. Et l'autre diapo, qui est vraiment la dernière, j'attire votre attention sur la dernière publication en noir, Interdisciplinary Dialogues. C'est vraiment très intéressant. C'est fait avec la société, puis c'est sur un thème, puis on invite toujours quelqu'un d'important à venir nous parler. On a eu sur les risques existentiels, parce que c'était le gros débat il y a 2 ans. On allait presque tous mourir. Voyez-vous, on est encore là. Alors, je vous invite à aller voir le premier dialogue avec Joshua Benjo sur les risques existentiels. Puis voilà. Puis si vous avez le goût, vous pouvez avancer. Si vous avez le goût d'en savoir un petit peu plus, on a une infolette. Vous pouvez vous abonner à l'infolette. Puis, il y a un processus d'adhésion pour les professeurs. Je l'ai dépassé, je suis désolée.